Qu'est-ce que c'est donc que Backrooms? Est-ce que c'est aussi flippant qu'on peut l'entendre partout? Et pourquoi ça cartonne à ce point? C'est l'occasion de parler espaces liminaux et surtout youtubeurs au cinéma. Backrooms, si vous ne l'attendiez pas de pied ferme, vous en avez probablement entendu parler. Et si vous n'en avez pas entendu parler, vous avez peut-être vu une affiche et vous vous êtes dit, disons que le mec il s'est pas cadré là. Pour parler du film et de ce qu'il représente dans une industrie hollywoodienne qui en a bien besoin, il faut que j'explique un petit peu d'où ça vient. Donc si vous connaissez déjà l'histoire des Backrooms et que vous voulez juste passer à la partie critique, vous pouvez aller directement à ce moment dans la vidéo. Alors les Backrooms, c'est ça. Un post Reddit de 2019 avec une vieille photo de mauvaise qualité. Cette image, elle est décrite comme inquiétante, comme étrange. Du papier peint jaune dégueulasse et décrépit, une absence totale de meubles ou d'objets, un faux plafond qui rappelle les pires recoins du centre aéré de votre jeunesse. C'est un peu chelou effectivement, et d'autres internautes se sont donc mis à lui inventer une petite mythologie inspiré des légendes urbaines du net, les fameuses creepypasta, et du jeu vidéo, ou plutôt de ces glitches, voire de ces espaces sans sprites laissés à l'abandon par les développeurs. L'endroit a été surnommé Backrooms, les salles arrières, et il s'est dit qu'il s'agissait d'un labyrinthe sans fin, de murs et de trucs bizarres, désobéissant aux règles d'architecture humaine. On a pu lire aussi, parmi les gens qui sont emparés du truc, qu'il y avait un système de niveaux de plus en plus flippant, et enfin, bien sûr, qu'il y rôdait quelque chose de dangereux. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que YouTube fourmille de vidéos explorant le sujet en long, en large et en travers, mais c'est bel et bien une sorte d'univers d'épouvante très mystérieux, élaboré par des communautés de forums en ligne, à partir d'une simple photo un peu bizarre. Un phénomène typique d'internet donc, qui a vite pris des dimensions impressionnantes. Très rapidement, il y a eu des jeux vidéo, des nouvelles de fans, toutes sortes de créations. Le phénomène est arrivé sur les médias en ligne, où il est devenu partie intégrante de ces fameux liminal spaces, espaces liminaux, donc des endroits aux textures familières mais désespérément vides, ce qui procure une vraie sensation d'inquiétude. C'est difficile à décrire, mais ça ressemble à ça. Beaucoup a été écrit sur la popularité de cette horreur qui est très virale, sur la peur du vide auprès d'une génération ultra connectée, et si vous voulez un exemple réel, je vous conseille de vous balader dans le centre commercial Le Millénaire d'Aubervilliers l'après-midi en semaine, je vous jure c'est hyper flippant. Bref, en tant qu'amateur d'épouvante, je trouve absolument passionnant l'émergence de toute cette iconographie à partir des tréfonds du web. C'est vraiment un truc qui est très actuel, et qui est très connecté à la jeunesse occidentale qui a grandi avec les centres commerciaux déprimants et les réseaux sociaux. Jeunesse dont fait partie Kane Parsons, qui a une chaîne YouTube nommée Kane Pixels. Âgé d'à peine 14-15 ans, il a commencé à faire des courts-métrages sur la plateforme. Il est né en 2005, oui 2005, c'est ça le plus terrifiant. Et donc il fait vraiment partie de la génération Internet, capable d'utiliser tout ce que le web propose. En 2022, il a décidé donc de s'attaquer aux Backrooms grâce à un outil qui est très utilisé par les communautés de créateurs sur Internet, Blender. Blender, c'est un logiciel de modélisation 3D et d'animation qui est, accrochez-vous, open source, libre et gratuit. Et ouais, il est soutenu par une grosse communauté de passionnés et il est désormais archi puissant, y compris pour des autodidactes ou des amateurs qui n'ont pas forcément l'héritage de leurs parents à dilapider dans Maya ou dans une licence Adobe. Et oui, il reste des choses formidables sur Internet, qui le cru. Comme ça, ou écran large par exemple, alors on n'est pas open source, mais on dépend quand même, entre autres choses, de vos abonnements pour continuer à faire nos articles, nos vidéos et nos podcasts. Ça coûte quelques euros par mois et ça donne aussi accès à des articles exclusifs toutes les semaines. Le lien est dans la description. Antoine vous a forcément parlé de Blender dans sa vidéo sur le Vertige qui utilise le logiciel, mais on peut aussi mentionner le superbe Flo qui a gagné plein de récompenses récemment et qui utilise aussi Blender. Bref, je trouve que cet outil il crée une sorte de malaise supplémentaire, couplé à une esthétique fan footage à l'ancienne qui camoufle forcément les limitations techniques, mais qui lie encore plus la trouille des liminal space avec une certaine imagerie nostalgique un peu chelou. Ça donne le très simplement nommé The Backrooms entre parenthèses fan footage, qui a eu un énorme succès en ligne et qui a fini par représenter pour beaucoup le concept même de Backrooms. On y suit un personnage qui clip, selon la terminologie du jeu vidéo encore une fois, donc il glisse dans les backrooms et il est poursuivi par quelque chose. De quoi lancer une véritable série qui introduit des concepts divers et qui franchement est un très bon exemple de production artistique du web qui cultive un mystère angoissant. Et ça a eu un tel succès que le studio désormais bien connu A24 a produit un long métrage réalisé par Kane Parsons en personne, ou l'inverse. Long métrage qui a lui aussi eu un beau succès et qui a fait parler de lui. Et ça c'est hyper intéressant, mais parlons d'abord du film. Je sais qu'il a parfois été considéré comme une consécration pour ces communautés en ligne, mais je pense sincèrement que si vous avez aimé les courts-métrages,
Si vous avez zappé la première partie de la vidéo parce que vous connaissez tout sur le bout des doigts, ben il y a des chances que vous soyez un petit peu déçus. D'ailleurs, je connais quelqu'un à la rédac qui a vraiment détesté, mais alors vraiment. Je pense que c'est pour les raisons que je vais évoquer, et franchement, je la comprends. En sortant de la Projo, je me suis demandé si j'étais aussi dans ce cas. En fait, le truc, c'est qu'en passant au format cinéma, avec un budget de 10 millions de dollars et un casting prestigieux, Parsons laisse un peu derrière lui ce qui a fait aussi le succès de ses courts-métrages. D'abord, il y a bien sûr l'esthétique. Comme je viens de le dire, les backrooms de ses cours étaient des créations sur Blender, des reliques numériques avec quelque chose qui marche pas, un truc un peu bizarre. Pour le film, il a fourni ses créations sur Blender au production designer Denis Vermette, qui s'est chargé de les reconstruire dans le monde réel. Bon, ils ont pas tout construit évidemment, si vous avez vu le film, vous vous en doutez, mais quand même près de 2800 m² de backrooms répartis sur 4 plateaux. Dans l'article de Deadline, le technicien, qui est quand même hyper balèze quand on y pense, décrit le processus comme une monstrueuse partie de Tetris, c'est-à-dire recevoir les designs du réal et réfléchir à comment ils peuvent les faire tenir sur un plateau en vrai, avec toutes les contraintes de lumière et de caméra que vous pouvez imaginer. C'est hyper impressionnant et honnêtement j'aurais donné cher pour me balader sur ce plateau. Sauf que dans le film, on a de fait pas trop le côté amateur, glauque. Ils ont tourné ça avec des caméras numériques récentes, des caméras qui sont en plus très utilisées dans l'industrie. Et la photo, elle est très réussie, car elle parvient vraiment à capter ce sentiment de nostalgie pas très sain. Mais du coup, ces murs jaunes déprimants sont aussi plus nets qu'ils ne l'ont jamais été. Je comprends donc qu'on puisse vraiment regretter la simplicité pleine de bruit des vidéos originales. À cet égard, en termes de trouille, la plus grande force du film est aussi une sorte de petit aveu d'échec, c'est-à-dire qu'en termes de flip, les scènes qui ont été le plus efficaces sur moi sont celles qui reprennent l'esthétique fan footage du cours. Il y en a une au milieu qui m'a vraiment mis pas bien, en jouant avec un concept qui est très spécifique des backrooms, et donc avec ce côté, tourné en réel, par les personnages, avec une image un peu pourrie, type le DV des années 90, un format 1.33 qui vient agrandir le hors-champ potentiel où se cachent des choses. C'est au moment où il revient à la simplicité des débuts, enfin de la fausse simplicité, parce que ces plans ils ont quand même été faits avec une caméra qui coûte super cher, que Backrooms est le plus sensationnel à mon sens. Deuxième point qui risque de décevoir les inconditionnels, l'histoire. Backrooms adopte une structure en 2 parties qui n'est pas inédite, mais qui est quand même franchement pas très conventionnelle. Vous allez me dire, tant mieux si c'est pas conventionnel, c'est le but. Et effectivement, ça fonctionne hyper bien dans la première partie, qui s'articule principalement autour du personnage joué par Chiwetel Ejiofor. C'est un architecte raté qui gère un magasin de meubles à une époque qui ressemble aux années 90. Oui voilà, parce que en fait la photo originale elle vient d'un magasin de meubles en fait, donc c'est un petit clin d'œil. Et le film parvient à concevoir une intrigue qui existe en dehors du concept de Backrooms, mais qui installe déjà ce sentiment de solitude dans un univers 90s, avec cette sorte de centre commercial paumé, ces pubs avec des pirates cheapos, et surtout ce personnage un peu naze, qui a l'air lui-même un peu vide, sans que le scénario n'exagère sa caractérisation. La deuxième partie, en revanche, elle est beaucoup plus explicite dans l'horreur. Elle rejoint plus des codes horrifiques qu'on connaît, et surtout elle donne, attention, des explications. Genre, plus d'explications qu'on pourrait en attendre, franchement. Ça rejoint à ce moment une structure qui est finalement beaucoup plus hollywoodienne, et avant le climax, il y a même quelque chose qu'on pourrait considérer comme complètement antithétique au concept d'horreur liminale, c'est une scène d'exposition. Genre littéralement des personnages qui s'assoient autour d'une table et qui parlent de ce qui se passe narrativement, qui donnent des informations, voire des détails sur l'endroit où ils sont et l'horreur à laquelle ils font face. Alors évidemment, il y a toujours une énorme part de mystère, mais personne sort un peu les rouages pour les mettre devant la caméra, et on pourrait dire que ça va un peu à l'encontre du concept de creepypasta, d'une épouvante uniquement axée sur l'étrange, sur quelque chose de décalé, mais sur lequel on n'arrive pas à mettre le doigt. Là, on met le doigt sur ce qui cloche, clairement. Et ça peut énerver. Le point qui sera le plus débattu, et je sais que ça a beaucoup gêné Geoffrey dans sa critique, c'est que le film ne résiste pas à la tentation très hollywoodienne de montrer la menace, de montrer l'entité, on va dire, qui hante les backrooms. Pour beaucoup, ça peut être une trahison, je suppose, mais en fait, moi, je pense pas. En sortant de la séance, j'ai direct noté ces 2 points, et j'étais franchement d'accord sur le fait que ça allait un peu à l'encontre du concept. J'étais d'accord avec le fait qu'on pourrait considérer tout ça comme des défauts, mais en fait, j'ai pas pu m'empêcher de pas les considérer comme des défauts. Et j'ai pas pu m'empêcher de bien kiffer, pour tout vous avouer, et en écrivant cette vidéo, je réalise à quel point j'ai bien aimé. Pourquoi ? Je pense que le film Backrooms n'est pas une représentation cinématographique des backrooms, mais qu'il faut plutôt le voir comme une interprétation des backrooms. Il propose sa vision de ce que c'est. Et c'est ce qu'il a en commun toujours avec un fil Reddit où chacun y va un peu de sa petite idée sur ce que ça représente finalement. Finalement, c'est une réponse parmi d'autres. Libre à chacun de se faire sa propre idée, et d'ailleurs, encore une fois, personne s'est toujours dit qu'il n'avait absolument pas inventé le principe, il a attrapé l'univers et il a construit une œuvre autour parce que ça le fascinait. Sa série sur YouTube est une interprétation, et toute la mythologie autour de Async, propose déjà des explications pour certains mystères des backrooms. Et je trouve que l'interprétation cinématographique, elle est hyper cool, franchement, déjà, en termes de trouille. Alors oui, c'est pas 100% du fan footage, mais je trouve que Parsons a trouvé un moyen d'explorer le concept différemment,
et que ça marche hyper bien. Il prend le temps de déambuler dans ce labyrinthe construit sur mesure, et en fait il prend le contre-pied total de la mise en scène de ses cours. La caméra suit les personnages avec une fluidité qui est quasiment surnaturelle, tout en restant comme attaché à eux. En plus il semble utiliser des focales qui sont assez courtes, c'est-à-dire que le champ visuel est très ouvert, et donc ce putain de jaune envahit vraiment complètement l'écran, hein. Ce côté presque anormalement ouvert, couplé avec ses mouvements de caméra tout en douceur, ça crée je trouve un décalage un peu étrange, hein, qui rejoint pas mal l'inconfort suscité par le décor. C'est trop fluide, c'est trop tout quoi. Et les déambulations des personnages ne sont pas terrifiantes certes, mais elles sont vraiment intranquilles. Ça a fonctionné sur moi et ça culmine avec un travelling qui va du haut vers le bas et qui traverse des pièces. Et cette scène est vraiment géniale à mon humble avis. C'est vraiment utiliser les moyens qu'il a désormais pour pousser encore plus loin le potentiel flippant de son concept et vraiment ouvrir un champ des possibles absolument terrifiant uniquement avec une série de décors. C'est vraiment de l'épouvante, existentielle à ce stade, hein. Et ouais, à la fin on arrive sur une horreur qui est beaucoup plus hollywoodienne, je l'accorde. Mais elle est cool. Et l'antagoniste est d'une nature que moi me fout pas mal la trouille, hein. Le concept de son design là, blah. Et ça a beau être visible, ça a beau être cadré parfois en gros plan, il est hyper cohérent avec le type d'épouvante charrié par les liminal spaces, qui rejoint parfois le principe de vallée de l'étrange, et qui perso me met hyper mal à l'aise. Vous savez, c'est le concept selon lequel au plus un truc essaie de se rapprocher de l'humain sans être humain, au plus c'est dérangeant. Et ouais, ça marche sur moi, voilà, je suis un trouillard, j'avoue tout. En plus, on est plus sur YouTube, donc le grand écran accentue cette impression de se perdre complètement dans les teintes de jaune, donc voyez-le sur le grand écran, hein, vraiment. Ensuite, la narration. La narration interprète les backrooms. Donc rassurez-vous, je vais essayer de ne pas spoiler, donc je ne vais pas aller dans le détail, mais franchement c'est pas impossible que je fasse dans un article parce que franchement il y a plein de trucs à dire. Comme je le disais, et c'est aussi pour ça que j'ai fait la première partie de cette vidéo, ces backrooms sont une création numérique et elles portent les obsessions des communautés numériques qui les ont fait naître. À savoir par exemple une peur de l'infini, une création vraisemblablement humaine, infinie et pleine de trucs bizarres et inexpliqués. Ce qui est plus ou moins le concept d'Internet, hein, quand on y pense. Internet où s'accumulent, sans qu'on le sache, tous les jours, des milliards d'heures de vidéos amateurs. Et sur ces vidéos, il pourrait y avoir quelque chose sur laquelle on ne voudrait pas tomber, par exemple. Bravo, vous êtes sur Internet. C'est aussi l'expérience d'un souvenir collectif, du fait de se retrouver avec des inconnus sur un forum et expérimenter ensemble une nostalgie malsaine pour la même chose, hein. Pourquoi cette satanée photo a généré un tel univers? Parce que pour une génération entière étant née ou ayant grandi dans les années 90-2000, ça a évoqué quelque chose de commun à tout le monde, à travers le globe, à travers les cultures et de profondément inquiétant au fond. Parce qu'en soi c'est déjà une idée assez flippante d'avoir un truc comme ça en commun. Une idée assez caractéristique du creepypasta d'ailleurs, hein, ça me fait penser à Candle Cove, qui est vraiment une de mes préférées. Les backrooms et la série de Parsons, c'est aussi la peur du glitch, la peur d'un monde dominé par internet où n'importe qui peut tomber dans un véritable purgatoire numérique. Littéralement numérique, hein, parce qu'encore une fois, c'est fait sur Blender, un outil lui aussi communautaire qui façonne l'esthétique des backrooms sur le modèle du jeu vidéo. Enfin, il y a cette idée d'un monde à côté du monde. Un monde vaste et flippant dans lequel on a tous un peu glitché quand on a fait pour la première fois une recherche sur un moteur de recherche. Le film Backrooms, je pense, va plus loin, en intégrant les principes qui dominent aujourd'hui les espaces numériques, à savoir les algorithmes, les bots et bien sûr l'IA. Tout ce qui n'est pas humain, mais créer un environnement censé ressembler à un environnement humain. C'est une phrase qui revient souvent dans le film pour décrire les backrooms. C'est comme décrire un chien à quelqu'un qui n'a jamais vu un chien et lui demander de le dessiner. En fait, pour être honnête, la fameuse scène d'exposition pourrait carrément décrire le concept d'IA. Je pense que je suis pas le seul à avoir pensé ça à un moment, vu que c'est quand même assez évident, et je trouve ça cool que le gars se soit pas contenté de reprendre toutes les thématiques inhérentes au concept, et qu'il aille plus loin. Qu'il continue à représenter une horreur numérique qui évolue en même temps que la technologie et que ses comportements. On me dira, comme avant, le sujet est surtout et avant tout la mémoire, du côté imparfait et malsain des souvenirs. Et oui, bien sûr, c'est vrai. C'est d'ailleurs vraiment explicité par le background du personnage de Renate Resveux. Mais c'est des sujets concomitants, hein. Les LLM comme les humains se construisent autour d'une mémoire qu'ils déforment. C'est un enjeu hyper actuel, je pense. Et cette question de la mémoire imparfaite des humains et des objets, qu'on finit aujourd'hui par confondre, elle est au cœur du film. Film qui continue après la série de cours à façonner une épouvante contemporaine. C'est absolument pas une métaphore, hein, et heureusement, comme la plupart des bons films d'épouvante, c'est le catalyseur des sources d'angoisse du moment, qu'on n'arrive pas à décrire mais que lui arrive à représenter. Donc Backrooms n'est pas parfait, loin de là, mais il est pertinent, il est très pertinent même. Et c'est là qu'il faut parler de son succès. Parce que ouais, Backrooms, ça cartonne, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, personne n'a vraiment vu venir le carton, ou plutôt son ampleur, enfin personne chez les médias mainstream américains. La semaine de sa sortie, Variety tablait sur un démarrage à 45 millions de dollars environ aux États-Unis, ce qui en faisait déjà le plus gros démarrage pour un film à 24. Il a fait, asseyez-vous, il a fait 81 millions de dollars en 3 jours. Les vieilles vigies d'Hollywood ont complètement sous-estimé la puissance d'un tel phénomène internet,
Et c'est même pas la première fois en ce moment. Comment ne pas parler d'Obsession évidemment, un film d'horreur hyper cool qui lui aussi s'empare d'enjeux qui sont beaucoup débattus en ce moment, à savoir la toxicité masculine et son rapport au consentement. Obsession a été produit pour moins d'1 million de dollars, hein. Certains disent même 750 000 balles, ce qui est microscopique, enfin microscopique à l'échelle hollywoodienne, hein, pas non porte-monnaie. Il est réalisé par un autre jeune cinéaste qui a fait ses armes sur une chaîne YouTube, et il est en train de complètement réécrire les règles du box-office puisqu'il a carrément gagné plus d'argent les deuxième et troisième semaines que la première, ce qui est mais rarissime de chez rarissime. Le truc se dirige tranquillement à l'heure où je tourne la vidéo vers les 300 millions de dollars de recettes, ce qui constitue un retour sur investissement intéressant, et qui symboliquement est aussi intéressant puisqu'il est en train de coiffer au poteau Star Wars. Les médias américains ont forcément fait le lien et ont tout de suite parlé d'une invasion des youtubeurs à Hollywood. Et c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux à venir de là, hein. David Sandberg avait été parmi les premiers avec le court-métrage Dans le Noir. Bon, il a vite intégré l'industrie, hein, parce que quelques années plus tard, il tournait des pubs pour Skittles à 100 patates. Mais récemment, on a eu les frères Philippou, derrière la chaîne Raka Raka, qui ont sorti 2 excellents films d'horreur traitant de la fascination pour le morbide, à savoir Talk to Me et Bring Her Back. Et c'est vrai que tous ces mecs là, les youtubeurs, ils ont toujours été considérés comme des créateurs un peu random, bien loin des pipelines hollywoodiens. Mais ils commencent à montrer qu'ils ils sont pas mauvais non plus, derrière une grosse caméra. Mais comme le dit le réalisateur d'Obsession, Curry Barker, dans The Hollywood Reporter, leur point commun, c'est pas tant YouTube, qui est finalement une simple plateforme pour leurs ambitions artistiques, que leur âge. Les deux sont plus jeunes que moi. Ouais, bon, j'ai pas du tout les boules, mais disons qu'à l'âge de Ken Parsons, perso, j'étais en train d'apprendre à vomir à la vodka. Non mais le truc, c'est surtout que c'est une génération qui est née dans un monde qui était déjà sous la coupe d'internet, et que c'est une génération qui a des trucs à raconter. Et peut-être qu'ils saisissent mieux toutes les angoisses, les codes d'une génération à laquelle s'adresse finalement principalement le cinéma d'horreur, que les vieux baroudeurs hollywoodiens de 50 ans qui ont déjà 3 sous Conjuring dans les pattes. Mieux encore, non seulement ils ont des trucs à dire, non seulement ils le disent bien, mais ça fonctionne. Il donne à une jeune génération le cinéma d'épouvante qui cristallise ses angoisses à lui. Ça n'empêche pas que Conjuring 4 a dévasté le box-office avec les mêmes crucifix rouillés qu'il y a 20 ans, mais je pense que l'info c'est vraiment l'émergence d'une jeune génération horrifique qui parvient franchement à actualiser le genre. Et ça s'est pas fait comme ça, parce que ça fait longtemps que Hollywood essaye de draguer la génération ultra connectée, sauf qu'ils l'ont fait selon leurs termes, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des trucs qui marchent en ligne, puis ils en ont fait des films d'horreur génériques tout pourris. C'est la logique de franchise à laquelle ils sont inféodés. Seul compte la marque, le reste, on s'en fout, Ça peut marcher, d'ailleurs, regardez le succès des Five Nights at Freddy's, mais culturellement, on peut pas dire que le cinéma d'horreur a connu une nouvelle génération à ce moment-là. Backrooms n'est même pas le premier creepypasta à passer au format long métrage, Rappelez-vous Slenderman, méga phénomène internet des années 2010, là aussi un truc collaboratif et tout. Ils ont filé ça au mec qui a réalisé Souviens-toi l'été dernier 3. Alors bon, j'ai rien contre lui, mais je sais pas s'il était le mieux placé, quoi. Résultat, le mythe plutôt cool de Slenderman est devenu une énième série B à jumpscare de merde, et une fois de plus, la culture internet a été complètement lissée par Hollywood. C'est pas les studios qui ont permis de changer la donne, c'est les boîtes de prod et de distrib indépendantes qui ont fait la démarche cette fois, non pas de piocher les concepts dans internet, mais aussi de piocher leurs créateurs, qui font, cette fois, partie du public visé. Et paf, ça fait des films originaux. C'est fou, qui l'eût cru. Des gens de la génération internet pour mettre en scène les angoisses de la génération internet. Et ça marche. Ça marche tellement que même les trucs les plus expérimentaux finissent par avoir du succès. Je parle bien sûr de Skinamarink, objet étrange fabriqué pour quelques milliers de dollars par le youtubeur Kyle Edward Ball et qui est devenu viral, alors que c'est principalement des plans fixes plein de neige. Alors moi je trouve ça génial, franchement j'ai kiffé et ça met dans un drôle d'état quand on le voit en salle, mais c'est quand même vraiment du cinéma expérimental au sens propre, qui d'ailleurs satisfera ceux qui sont déçus que Backrooms abandonne un peu cette texture floue et son angoisse atmosphérique. Comme quoi, les jeunes, ils aiment aussi les trucs audacieux, parfois, quand ça leur parle, quoi. Moi j'espère que c'est le début et j'espère surtout que ces gens vont faire une saga Fondation SCP au cinéma. Allez, ça fait des années que j'attends, j'ai dit que vous étiez géniaux dans cette vidéo. S'il vous plaît là, s'il vous plaît faites-le. Si vous aimez les creepypastas, je vous conseille de jeter une oreille sur le podcast Les Nouilles Rampantes. Ça veut dire creepypasta en français. Il m'a fallu approximativement 3 ans pour comprendre ça. Je me disais que leur nom de podcast était hyper chelou. C'est avec une certaine Judith Beauvalet, je sais pas si vous connaissez. Et si vous êtes plus fantôme que bureau vide, je vous renvoie à la vidéo d'écran large sur ce chef-d'œuvre absolu qui est Darkwater et que vous devriez absolument voir, la vidéo et le film. Salut. Stop.